Bienvenue à cette autre émission de On a tous une histoire à raconter. Aujourd'hui, notre invité, c'est un invité particulier dans un sens. À l'origine, ou au départ, j'étais intimidé parce que c'est quelqu'un qui a eu un titre prestigieux puis qui est important dans la société. Mais derrière tout ça, à force de le connaître, c'était un individu extrêmement gentil, sympathique et même modeste. Et c'est un grand artiste. Fait que je vous présente M. Yves Morier. Bonjour, bonjour. Bonjour Yves, ça fait plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est moi de même, André. Puis surtout que je sais que vous aimez beaucoup le patrimoine bâti, tout ça. Bon, on est ici dans la tourelle de la maison de Samuel Casavant, un des fondateurs de Casavant et Frères en 1879. Je ne sais pas si vous vous sentez bien. Puis oui. On voit ici des peintures qui sont des peintures de maisons patrimoniales de Saint-Hyacinthe. C'est une de vos passions. J'ai commencé à m'intéresser aux maisons ancestrales quand j'étais étudiant à Québec, dans le Vieux-Québec. Et puis après ça, je suis revenu à Saint-Hyacinthe dans les années 69. Et là, Saint-Hyacinthe, on a toute une réserve de maisons patrimoniales magnifiques. Et quand j'ai commencé à vouloir faire de la peinture, j'ai été inspiré par Mme Yvette Lapierre, qui était une artiste peintre qui faisait des bâtiments de Saint-Hyacinthe. Et ça se trouvait à être la mère de ma première petite amie. Et elle avait fait le vieux palais de justice en peinture. Puis là, après ça, j'ai commencé à faire ces maisons ancestrales de Saint-Hyacinthe. J'en ai fait plusieurs. Je dois en avoir fait une quinzaine, facile, à part là, de mes boutiques, mes restos. Alors c'est comme ça que je me suis intéressé Mais surtout que je m'intéresse aux maisons, faire de la peinture, mais aussi à l'histoire de ces maisons. Quand la maison a une histoire, pour moi, c'est encore plus intéressant de faire la peinture. Le jeune Yves, il est né à Saint-Hyacinthe, dans le quartier 5. C'est ça. Alors, je suis venu au monde, là, au coin des Saules et des Aulniers. Et vers l'âge de 3 ans, mon père a acheté une maison dans le Bourg-Joli, qu'on appelait à ce moment-là. Donc, on parle de quelle année à peu près? On parle à ce moment-là de 1948. Okay. À peu près, j'avais 3 ans. Okay, je suis né en 1945. Cette maison-là, je viens de la vendre, ça fait 2 ans. C'est une maison que ma famille, mon père, on a habité finalement les Moriers, là, 70 ans. Là. Et écoute, c'était près de l'aréna. Dans ce temps-là, nous, on était dans le bois. On était à la dernière maison. À côté de chez nous, il y avait une clôture à vache, comme on dit. Okay. Les seules années où je n'ai pas demeuré au coin de Laurier, Vigée et Lamotte, près de la piscine, de l'autre côté de la rue, c'était le temps où j'ai fait mes études à l'université, 66 à 69. Puis ensuite, les 3-4 premières années de mon mariage, après, j'ai acheté la maison de mon père en 73, et depuis 1973 jusqu'à 2020. OK. Mais pour aller à l'université, donc, à l'époque, parce que moi, je suis comme de la génération, la décade suivante, le cégep, je suis arrivé avec le cégep, tout ça. Vous alliez au cours classique. Ouais. Vous avez fait le cours classique. Vous avez fait l'école primaire à quel endroit? J'ai commencé à l'école Casavant. OK. Puis j'ai commencé... avec les frères du Sacré-Cœur. Avec les frères du Sacré-Cœur. Et là, écoute, moi, là, de toute façon, c'est curieux, là, ma mère m'avait poussé à aller dans un genre de pré-maternelle. Ma foi, je pense que j'avais 4 ans. C'est sérieux, là. J'allais sur la rue du Palais, pas loin du Palais de Justice. Il y avait une dame d'Agneau qui donnait des cours de diction, de français et de piano. Alors, j'avais été là. Et quand, à 5 ans, moi, là, je savais écrire, je savais lire. Ma mère, quand elle m'a enregistré à l'école Casavant, a vu le frère le directeur, elle s'est battue pour que j'entre en 2e année, parce qu'elle dit, il va perdre son temps, là, en première, il sait lire et écrire. Là. Fait que finalement, j'ai été en 2e année, j'ai eu 6 ans au mois d'octobre de ma 2e année à l'école primaire de Casavant.
Puis j'allais suivre mes cours à option, hein? J'étais en mode pas mal. J'ai mes cours de catéchisme en première année pour faire ma petite communion. Ben oui, il fallait le faire. C'est ça. C'est important. C'est ça. Mais ça se faisait à 7 ans, puis dans ton cas, c'est à 5 ans. Ben ouais. Fait que là, c'est ça. Alors, j'ai fini ma 6e année à l'école Casavant. Et ma 7e année, on l'a faite à l'école Sacré-Cœur qui venait d'être bâtie. Alors, je l'ai traîné, l'école Sacré-Cœur. Tu m'avais parlé de péripéties un peu. Tu as commencé à faire de la politique. Tu es devenu un homme politique. Oh mon Dieu, ben oui, écoute, dans ce temps-là, les terrains de jeu, l'été, ça faisait le maire, puis des histoires, il faisait de la politique de jeunes. On élisait un maire du terrain de jeu, là, puis une mairesse, puis tout ça. Puis ça se promenait en décapotable quand t'avais gagné, puis en tout cas. Et on achetait des caisses de Pepsi chez l'arrivée, puis on essayait d'acheter nos voteurs, puis en tout cas, c'était fou, là. On passait le Pepsi. Mais après ça, je m'étais présenté président de classe à l'école Sacré-Cœur. Je fais une promesse électorale de faire bâtir une patinoire avec des bandes pour l'hiver si je gagne mes élections. Puis de fait, j'avais des contacts là, qui étaient mon voisin, qui était commissaire d'école. J'étais allé le voir, j'avais dit « Hey, je peux-tu promettre ça? » Il m'avait dit « Oui, oui, oui. Puis si tu gagnes, tu vas l'avoir. » Fait que de fait, on avait fait la patinoire et les bandes l'hiver. J'avais gagné mes élections. Mais derrière tout ça, là, je vois les peintures, mais il y a un artiste tout le temps dans ça. Ouais. Ça part pas, ça. Ça part jeune, parce que chez nous, bon, mon père était un photographe. Ma mère faisait de la peinture, elle suivait ses cours de peinture chez les Sœurs Saint-Joseph. Chez nous, souvent, le dimanche après-midi, ça peignait autour de la table. Nous autres, les petits gars, j'avais juste un frère, puis on faisait de la peinture à numéro. Bon, la peinture à numéro. Et puis, avec un petit coke sur la table, là, puis c'était des fois les dimanches d'après-midi, là, tu sais, de famille, puis on faisait de la peinture. Ça a commencé un peu comme ça. Et à ce moment-là, je disais, mon père était président de la Société d'horticulture et il descendait la côte, Hôtel-Dieu, pour aller travailler à la pharmacie. Et là, il passait tout le temps devant le magasin de Jules Maurice, qui était fleuriste, dans la côte Hôtel-Dieu. Et une bonne journée, Maurice lui dit bon, écoute, moi, là, je suis écœuré, je veux vendre mon commerce. Et là, mon père, qui avait toujours été commis pharmacien, qui spécialisé dans la photographie, puis dans la parfumerie, puis tout ça, là, il dit ben là, je vais travailler pour moi, puis il décide de se lancer en affaires à 47-48 ans, ouvrir sa boutique de fleurs qu'il a appelée Aster Fleuriste. Je me souviens, c'était en famille. On avait trouvé le nom du commerce. Le nom, il vient où, le nom Aster? Ben, Aster, c'est qu'on avait cherché le nom d'une fleur qui commençait par A pour que son nom soit dans les A, dans le bottin téléphonique. Le bottin au début. C'est ça. Alors, c'était Aster. Alors, c'est comme ça qu'on a trouvé en famille le nom de la boutique de fleurs, Aster Fleuriste. Donc, tout jeune, on avait été, je dirais, initié à la peinture. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans les années 50, là, que le Saint-Hyacinthe était artiste à ce moment-là ou pas? Ou en devenir? Pas tant que ça. Moi là, après ça, ça a passé, ça. Là. Moi, c'est jeune, ça, que j'ai été mis dans ce milieu-là. Mais après, c'est uniquement quand je suis revenu de l'université, dans les années 70, où là, vraiment, avec des collègues, que je commençais à m'intéresser vraiment à la peinture, même à acheter des toiles, à aller jusqu'à New York à des expositions Je le connais pas. Miyuki Tanobe, c'est une femme qui est peintre, un artiste peintre qui vit d'ailleurs à Saint-Charles, je pense, sur Richelieu, qui fait une technique spéciale japonaise là, de Nikonga, qu'on appelle, ou Nihonga, ou Nikonga, je ne sais pas comment on prononce. Mais en tout cas, c'est une façon spéciale de faire mélanger sa peinture et qui fait des tableaux là, fantaisistes avec plein
de paysages urbains de la ville de Montréal, avec plein de petits bonhommes, des joueurs de hockey, des joueurs sur des patinoires, un peu style de Pauline Paquin. Je ne sais pas si vous connaissez, peintre aussi. Non plus. En tout cas, bon, ça, c'est des styles fantaisistes. Dans le domaine de la peinture n'est pas... Bon, ben c'est des styles fantaisistes qui, tout jeune, dans les années 70, m'avaient influencé à ce moment-là. Et en 77, à Saint-Hyacinthe, il y avait un monsieur Martin, Philippe Martin, qui était un agronome, qui venait travailler à la boutique de fleuriste de mon père les week-ends, ou ben non, ou encore quand il y avait des trop-pleins de travail, ce bonhomme-là venait travailler chez le fleuriste. Mais lui, il s'était ouvert une galerie d'art sur la rue Tellier. Alors, la galerie Martin, sur la rue Tellier. Alors, Philippe était un ami de mon père, puis Philippe aussi, ben là, moi, écoute, on était proches, là, puis à chaque fois qu'il faisait un vernissage, on y allait, tu sais. Puis là, j'ai connu, moi, finalement, en 77, j'ai commencé à acheter des toiles. J'avais acheté mes premières toiles de Louis Tremblay, qui est un peintre québécois, qui venait de Charlevoix dans ce temps-là. Maintenant, aujourd'hui, il demeure à Longueuil, mais c'est un peintre qui fait des beaux paysages là, de Charlevoix. Puis... Et d'ailleurs, c'est à cause de lui que là, vraiment, j'ai commencé à peindre. Parce que en 80, après avoir acheté plusieurs tableaux, promenant dans différentes galeries, puis les tableaux de Louis Tremblay, là, je décide de suivre des cours de peinture. Parce que Louis Tremblay m'avait dit... Avec Nelson Dupré. Avec Nelson Dupré. Assez exigeant qu'après, moi, 1 an et un petit peu plus avec Nelson, j'ai dit, Nelson, moi, j'ai dit, quand j'essaie de suivre toutes les règles que tu me donnes, d'autant plus que moi, ma job, c'est de faire respecter des règles à la journée, j'ai dit, je suis plus capable de peindre, tu sais. Fait que j'ai dit, moi, là, regarde, je te remercie pour ce que tu m'as donné comme formation. Puis là, j'ai commencé à barbouiller à mon goût, un peu croche, mais fantaisiste, puis c'est un peu ça. Alors, ma peinture, je suis un coloriste. Un coloriste. Oui, un coloriste, on appellerait ça fantaisiste. Puis souvent, en tout cas, quelqu'un qui voit mes tableaux, j'en ai là sur mon site Internet 270. Mes bornes fontaines, exemple, c'est un peu ma signature. Souvent, vous allez retrouver des bornes fontaines en front de mes tableaux. Si ce n'est pas des bornes fontaines, ça va être des boîtes aux lettres de la Poste rouge. Ou encore, comme on voit sur le tableau de la maison de Jean-Baptiste Blanchette, encore un veston rouge. Mais pourquoi? Parce que le rouge, oui, parce que le rouge est une couleur chaude qui donne de la lumière au tableau. Alors, si on enlève, rapidement, là, on enlève cette borne fontaine du tableau, hein, c'est pas vivant. Tu mets ça, wow! Tu viens de mettre la vie dans ton tableau. C'est une façon, pour moi, là, c'est un peu ma signature, tu sais, de mettre une petite bonne fontaine ou de quelque chose de rouge dans mon tableau. Mais à t'écouter, je vois toute cette passion-là qui ressort à travers les tableaux, à travers l'être humain qui vient de loin, mais à travers ça, là, on est allé à l'Université Laval et on a fait son droit. On est devenu avocat à Saint-Hyacinthe. Pendant plusieurs années, avocat. Après ça, le procureur de la Couronne. Mon bureau, quand je suis arrivé à Saint-Hyacinthe en 69, j'ai fait mon stage du barreau chez Deslandes Derry, qui était... leur bureau était dans l'édifice de surveillance, la suite 100, premier étage. Et puis, eux ont été nommés chacun leur tour à 1 an de différence, procureur de la Couronne à Montréal. Je me suis retrouvé avec le local. Et là, où je le prenais, où je m'en allais de là. Donc, j'ai décidé que je signais le bail, puis j'ai travaillé comme avocat de 71 à 78 dans l'édifice de la survivance. Après, ben là, j'avais fait beaucoup de droit matrimonial, puis j'aimais pas beaucoup ça.
Droit matrimonial, ça me fatiguait. Et en plus, il faut dire qu'à ce moment-là, hein, le divorce, là, c'était nouveau. Oh, Parce que la loi sur le divorce, c'était depuis 1966. Alors là, ça commençait à divorcer beaucoup. J'en ai fait beaucoup dans dans les premières années. Mais là, les fins de semaine chez nous, puis le temps de Noël, puis les vacances, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Pourquoi? Les gens chicanaient pour la garde des enfants, les droits de sortie. Et là, j'ai dit, moi, là, je voulais plus faire ça. Donc, j'ai appliqué pour devenir un criminaliste, procureur de la couronne, substitut du procureur général, comme on dit, la vraie dénomination dans ce temps-là. Parce que la vie d'un artiste, c'est 24 heures par jour. Ouais. Comment est-ce qu'il peut être à l'aise dans un rôle comme celui-là? Procureur, justement, c'est que là, j'étais très à l'aise parce que, dans le fond, ma mère, qui était une femme de caractère, qui m'avait poussé, tu sais, à faire mes études classiques, qui était une féministe dans le temps. Avant son temps. Avant son temps, qui revendiquait son droit de vote, qui parlait de politique à la maison, qui nous a amenés là, à vouloir défendre quasiment la veuve et l'orphelin, là, comme on disait. C'était une médiatrice. Moi, j'ai vu ma mère essayer là, de faire la médiation là, dans des couples qui n'allaient pas bien, là, tu sais, de ses cousines, là, puis tout ça. J'ai vu ça à la maison. Puis la maison, chez nous, c'était une maison qui était ouverte. Ma mère avait été élevée tout jeune aux États-Unis. C'est ça? Ouais, dans quelle région? Oh, je peux pas te dire dans quelle région. Mais dans le Massachusetts, mais je peux pas dire vraiment dans quelle ville. De quelqu'un qui était parti travailler dans ce qu'on appelle les factories. Elle était partie travailler aux États-Unis quelques années, puis elle a fait ces quelques années à la petite école en anglais. Fait que ma mère, elle parlait un petit peu anglais, là. Et chez nous, ça a été, elle a gardé beaucoup de pensionnaires. Curieusement, là, garder des pensionnaires, j'ai écrit, moi, là, durant la pandémie, un peu ma vie. J'ai calculé à peu près 21 pensionnaires qui ont passé chez nous dans différentes années, et toutes sortes de monde, là. Des étudiants d'école de textile, de l'école de médecine vétérinaire, des joueurs de baseball qui arrivaient des États-Unis, de New York, qui parlaient juste anglais. Ensuite, on a regardé un Cambodgien qui était à l'école textile, qui nous parlait des Khmers rouges, puis... Pol Pot. Chez nous, oui, mais chez nous, là, c'était très international, curieusement. Alors, on a été élevé là-dedans tout jeune. Fait qu'on avait une ouverture sur le monde. Une ouverture sur le monde, comme quelqu'un qui voyage beaucoup. Ouais. Mais ça a sûrement fait que quand vous avez eu le temps, quand je suis rendu, je te revois, mais quand tu as eu le temps, tu as voyagé beaucoup, j'imagine. Ça t'avait ouvert pour mon Dieu, beaucoup de voyages. On s'est promené, mais là, on s'est promené surtout du temps où j'ai été là, juge suppléant, là, tu sais, à la retraite, là. Là, tu parles de juge, on avait parlé de procureur de la couronne, on est rendu au juge. Mon Dieu, mais là, j'ai sauté un état. Pendant longtemps, comme juge? J'ai été procureur de la couronne pendant 5 ans sur le terrain, comme on dit. Après ça, j'ai été nommé patron des procureurs basé à Longueuil. J'avais presque une quarantaine d'avocats et une trentaine de personnel de soutien en Montérégie. Alors, ça couvrait ça grand, là. Sorel, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Valleyfield, Longueuil, Montérégie, c'est grand. Alors là, c'est ça. Après avoir été patron pendant 10 ans à Longueuil, c'est là que j'ai été nommé juge en 93. Et depuis 93 jusqu'en 2020, 27 ans, là, j'ai fait le magistrat. Et le besoin de justice aussi, d'aller aider, là. Oui, puis c'est toujours ça, là, ce fameux besoin pour moi d'aider les concitoyens. Protéger les gens. Protéger les gens. Influencé par ma mère, je disais, là, qui était médiatrice. Là, puis même moi, là, quand j'étais avocat, là, quand les gens venaient me voir pour divorcer, là, il y a un article dans la loi qui dit que l'avocat, son premier devoir, là, c'était d'essayer de réconcilier les gens. Moi, je l'ai toujours fait, ça. J'ai toujours essayé, les gens qui venaient divorcer, j'essayais de les réconcilier.
Je l'ai toujours fait. J'ai réussi quelques fois. Pas toujours, puis pas souvent. Il revenait quelques années après. Ouais, mais comme j'ai divorcé des gens 2 fois. Ah oui? Ouais, mais c'est ça. Alors, quand j'ai fait la suppléance en droit criminel, mes styles de sentence, c'était... J'essayais d'avoir un style de sentence qu'on peut appeler d'exemplarité positive. Tu sais, envoyer quelqu'un en prison, là, Ah, c'est pas si simple que ça. c'est à quelque part, c'est détruire une vie, là. C'est détruire une vie. Et les gens qui critiquent les juges, disant que c'est des sentences bonbons, c'est ci, c'est ça. Bien, il faut savoir que souvent... Il y a un cœur dans le juge. Non, mais pas juste aussi. ça. Souvent, on est attaché par des jurisprudences, on est attaché par des fourchettes de sentences qu'on est dans un cadre qu'on ne peut pas vraiment dépasser en première instance. Parce que sans ça, on se ramasse en appel. C'est ça. Alors là, mais moi, j'ai essayé de développer un style de sentence qui était exemplaire, mais de façon positive. Je donne un exemple. Alors, un jeune homme, 21 ans, qui un bon matin, après avoir pris un coup toute la nuit, pense qu'il va être bien correct, il dort une couple d'heures, il part avec sa voiture, il frappe un travailleur à 6 heures du matin, un gars qui travaille sur la route, qui était pourtant habillé, tu sais, jaune-orange, puis il frappe ce gars-là, le gars perd son travail pendant 1 an, est hospitalisé un grand bout de temps, plein de séquelles physiques, tout ça, perd 15 000 piastres de salaire. Ce jeune homme-là était un bénévole dans sa vie, là. C'est une erreur qu'il a faite dans sa vie, ce gars-là. Il y avait 139 mg d'alcool dans le sang encore quand il a frappé le travailleur sur le bord de la route, là. La couronne demandait 12 mois de prison. OK? Mais moi, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens parce que ce jeune-là, qui était un bénévole, et c'était un coach dans le midget au hockey, il influençait des jeunes, dans le fond. Il avait ramassé 15 000 piastres pour rembourser la victime, puis il a remboursé la victime. Bien là, j'ai fait un genre de sentence là, sur mesure, là, comme un couturier fait un habit sur mesure. Là. J'ai fait une sentence personnalisée en l'obligeant de faire une vidéo pour présenter à ces jeunes joueurs de hockey pour qu'ils parlent de conduite d'un automobile sans alcool, tolérance zéro. Et tu sais, faire de la prévention par son vidéo dans le cadre de travaux communautaires dans sa santé. Je jugeais que ça, c'était plus utile pour la société que de l'envoyer en prison. prison. De l'envoyer pendant 12 mois et de l'éliminer. C'est pas un gars qu'on devait envoyer en prison. C'est une question de discernement. Ben, c'est ça. Alors ça, puis de l'empathie aussi un peu. Ça, c'est de mettre de l'humain dans la justice. Ouais. Alors, personnellement, j'ai toujours voulu être humain dans la justice. J'ai été obligé de condamner un bonhomme de 67 ans à 4 ans de pénitencier qui était un bon entrepreneur en construction parce qu'il s'est endormi au volant, qui a frappé une petite fille de 14 ans à mobilette qui est devenue paraplégique. Imagine, moi, j'en dormais pas, là. Les gens qui pensent que rendre une sentence, c'est facile, là. J'ai envoyé ce bonhomme-là 4 ans en pénitencier, alors que c'était un bon grand-papa là, qui s'était endormi au volant parce qu'il avait pris un petit verre de trop, là, tu sais. Mais se rendre ce genre de sentence-là, t'endors pas, là. Non. C'est pas évident, là, parce que, tu sais, les gens, 15 jours de prison, c'est déjà beaucoup. Parce que les gens, quand un homme violent qui finalement passe en prison pendant une semaine puis qui se rend compte c'est quoi, là, il change d'idée déjà après une semaine, tu sais. Fait qu'imaginez, quand on est obligé d'envoyer quelqu'un des années en prison, c'est quelque chose. Ce qui doit être spécial est de penser qu'on a la vie d'une personne dans nos mains. C'est notre jugement qui va décider de la vie de... Tu sais, je me souviens de ce monsieur-là, là, de la journée où j'ai rendu cette sentence de 4 ans de pénitencier, là. La moitié de la salle était des parents du monsieur. L'autre moitié de la salle, des parents de la jeune fille qui était handicapée à vie. OK?
paraplégique avec, bon, et là, que la mère qui venait de témoigner pour me dire qu'elle avait laissé son emploi pour travailler pour sa fille à plein temps, qu'elle devait coucher, laver, nourrir 7 jours semaine, 24 sur 24, parce que ce monsieur-là s'est endormi au volant. Alors là, quand tu rends la sentence, là, tu sais que tu viens d'encarcaner ce monsieur-là pour des années. Après ça, c'était pas fini, là. La sentence, interdiction de conduire un véhicule pendant 3 ans de plus. Puis, tu sais, là, Mais si je te parle de la journée du 5 août, la journée du 5 août, là, dans ma vie, là, ça a tout changé. Hein. Je veux dire, depuis 1 an et demi, je jouais à l'infirmière avec mon épouse qui était prise d'un cancer du cerveau. Elle est décédée la journée du mariage d'un de nos fils, qui s'était annoncé depuis le mois de décembre 99. Puis elle s'était accrochée à cette journée. Puis finalement, elle est décédée le soir du mariage. Mais la conséquence de ça, c'est que mon fils, qui était avocat, lui a tout laissé tomber. Puis il a dit, moi, je ne vais plus faire un avocat. Il a été 1 an à chercher dans la vie qu'est-ce qu'il faisait. Il a fait son cours d'infirmier, comme sa mère. Il est devenu professeur dans des écoles d'infirmières depuis ce temps-là. Il est heureux comme un poisson dans l'eau, tu sais. Et, mais c'était une journée mémorable que tu n'oublieras jamais et qui a fait de moi un grand bénévole de la Fondation Lynn Le Tendre pour faire une roseraie magnifique. Tu sais, peinture aussi. Mais je pense que tu as 76 ans et il y a encore beaucoup d'années devant toi. Écoute, avec tout ce que tu possèdes comme passion, comme moi, là, goût de donner oui, actuellement, j'ai commencé à... J'ai quand même un bon bout de fait. J'ai écrit 54 ans de ma vie. J'ai 350 pages d'écrites sur les 54 premières années de ma vie. Et je me suis rendu jusqu'au 20 août 2000, jusqu'après le décès de mon épouse, ma première épouse. Et là, j'ai arrêté parce que j'ai eu un petit problème de santé, là, entre-temps, ça a été pas facile, là. Et là, je veux continuer, il me reste 20 ans à écrire. Et j'ai appelé ça, ces mémoires-là, si on peut appeler ça des mémoires, ou une autobiographie, mémoire, les ombres et les lumières d'un juge qui peint. Et je vais vous dire que dans la vie, il y a des zones d'ombre. Hein? Quand ta femme meurt à 54 ans, là, ça fait dur. Là, hein? C'est difficile. Puis il y a des zones de lumière. Alors, si dans les mois, dans l'année suivante, tu rencontres une nouvelle conjointe, une nouvelle amie, qui fait que ça devient ta femme, puis que là, tu repars dans un autre projet de vie, c'est la lumière. Quand tu fais de la peinture, ce qui est très important, puis pour tout le monde, il faut apprendre à reconnaître l'ombre, parce que c'est de l'ombre que vient la lumière. Alors, essayez de faire cette pratique-là, et vous allez voir la lumière en voyant des ombres. Et ça, dans ma vie, je pense que j'ai encore beaucoup à faire. Tu sais, j'ai encore 20 ans de ma vie à écrire. J'aimerais bien avoir 10 ans pour peindre, pour continuer à faire ce que je fais là. Est-ce qu'on peut dire que tu es toujours à la recherche du bonheur? Oui, mais oui. Tu l'as. Oh, c'est pas évident. On l'a pas toujours. Hein, non. Il faut à chaque jour profiter de la vie, hein. Parce que finalement, c'est ça. Je te remercie, Yves, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fera plaisir de partager les ombres et les lumières. Je vous invite à revenir avec nous pour voir une autre émission de On a tous une histoire à raconter.